Bienvenue sur Histoire monotone. Ce soir, nous allons nous salir les mains, mais d'une manière noble et apaisante. Nous allons toucher la terre, la sentir, la façonner. Laissez derrière vous le bruit incessant du monde moderne, les lumières artificielles et les écrans. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes en l'an 1150 dans un petit atelier calme en France. Vous êtes un potier. Votre monde est fait d'argile, d'eau et de mouvements circulaires. Il n'y a pas d'urgence ici, pas de délai à respecter. Juste le dialogue silencieux entre vos mains et la matière. Installez-vous confortablement, relâchez vos épaules, desserrez votre mâchoire. Laissez-vous porter par le rythme lent de la terre qui tourne. L'histoire commence maintenant. Vous êtes debout au centre de votre atelier. C'est une pièce basse, aux murs de pierre épais qui garde la fraîcheur en été et protège du gel en hiver. La lumière du matin entre par une seule fenêtre orientée au nord, une lumière douce, constante, sans ombre dure, idéale pour voir les formes nettes. L'air ici est différent de celui de l'extérieur. Il est lourd, humide, chargé d'une odeur très spécifique, primitive et enveloppante, l'odeur de la terre mouillée. C'est le parfum de la pluie d'automne, le parfum du sol des forêts, le parfum de la création elle-même. C'est une odeur qui calme instantanément le système nerveux, vous rappelant que vous venez de la terre et que vous y retournerez. Autour de vous, des étagères en bois brut courent le long des murs, du sol au plafond. Elles sont remplies de vos créations passées à différents stades de séchage, des bols, des pichets, des jarres. Leurs formes sont rondes, ventrues, accueillantes. Elles sont silencieuses, immobiles, comme une audience muette qui attend votre prochaine œuvre. Vous portez votre tunique de travail, un vêtement en lin grossier, usé au coude et taché de 1000 éclaboussures d'argile grise et ocre. Ces taches ne sont pas de la saleté, elles sont les médailles de votre métier. Vous nouez votre tablier. Il est fait d'une toile épaisse, rigide, capable de résister à l'eau et à la boue. En serrant le nœud dans votre dos, vous sentez votre esprit basculer en mode travail. Mais ce n'est pas un travail intellectuel, c'est un travail purement sensoriel. Votre esprit peut se reposer, vos mains vont prendre le relais. Votre première tâche aujourd'hui est de préparer la terre. Dans un coin sombre de l'atelier, il y a le grand bac à argile. Vous soulevez le lourd couvercle en bois. L'odeur de terre humide s'intensifie, montant vers votre visage comme une vapeur fraîche. À l'intérieur, la masse d'argile repose, sombre, brillante. C'est de l'argile grise de rivière, fine et douce, que vous avez récoltée vous-même il y a plusieurs lunes et laissée mûrir. Vous plongez vos mains dans le bac. Le contact est saisissant. L'argile est froide, dense, collante. Elle résiste à vos doigts, puis cède lentement. Vous attrapez une grosse poignée, puis une autre, jusqu'à former une boule de la taille d'un melon. Vous la soulevez.
Elle est lourde, d'une densité satisfaisante. C'est un poids mort, inerte, qui attend votre énergie pour prendre vie. Vous portez cette motte de terre vers votre table de battage. C'est une table massive, faite d'une seule tranche de chêne, polie par des années de frottement, mais restée poreux pour que l'argile n'y colle pas trop. C'est ici que commence le rituel du pétrissage. C'est une étape cruciale, vitale. Si la terre contient des bulles d'air, la poterie explosera au four. Vous devez expulser l'air, unifier la texture, réveiller la matière. Vous posez la boule d'argile sur le bois. Le bruit est mat, sourd. Vous vous tenez bien en face, les jambes écartées. Vous posez la base de vos paumes sur le haut de la boule. Et vous commencez. Vous poussez vers l'avant, en engageant le poids de votre corps. L'argile s'écrase, s'étire sous vos mains. Elle ressemble à une tête de bélier ou à un coquillage qui s'ouvre. Puis, d'un geste fluide, vous la relevez, vous la repliez sur elle-même et vous poussez à nouveau. C'est un mouvement rythmique, presque une danse. Vos mains s'enfoncent dans la masse grise, froide et humide. Vous sentez la texture sous votre peau. C'est doux, infiniment doux, sans aucun grain de sable, comme une pâte épaisse et onctueuse. Mais c'est aussi ferme, car demande de la force. Vos épaules travaillent, votre dos travaille. Mais c'est une fatigue saine. Le bruit est hypnotique. Le claquement mou de l'argile contre le bois, le bruit de succion quand vous décollez vos paumes. Il n'y a que ça. Le monde extérieur a disparu. Il n'y a que le gris de la terre et le beige du bois. Vous regardez la terre changer. Elle devient plus lisse, plus homogène. La spirale du pétrissage se dessine sur la masse, ressemblant à une coquille d'escargot. Vous entrez dans une transe légère. Vous ne comptez pas les mouvements. Votre corps sait quand c'est fini. Vous savez, à la sensation de la terre sous vos doigts, qu'elle est devenue docile, unifiée, prête. Une fois le pétrissage terminé, vous faconnez la terre en une boule parfaite, lisse, sans fissure. Vous la tapotez doucement pour la rassurer. Elle est prête pour le tour. Vous vous dirigez vers le tour de potier, installé près de la fenêtre pour capter la meilleure lumière. C'est une machine simple, ingénieuse, faite de bois et de pierre. Il y a un gros volant en pierre lourde au niveau de vos pieds, relié par un axe vertical à une petite girelle en bois, le plateau rond où vous travaillerez, au niveau de vos mains. Vous vous asseyez sur le banc de bois, à califourchon devant le tour. Le bois du siège est poli, familier. Vous posez vos pieds sur le lourd volant de pierre. Il est froid, rugueux sous vos semelles. Vous devez le lancer. Vous donnez une impulsion avec votre jambe droite. La pierre géante commence à bouger, lentement d'abord, avec un grognement sourd de l'axe en bois graissé. Vous poussez encore. La vitesse augmente. L'inertie de la pierre prend le relais. Le tour se met à ronronner. C'est un son grave, continu, une vibration que vous sentez monter dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale. La girelle devant vous tourne. C'est un cercle de bois flot, hypnotisant. Elle attend. À votre droite, vous avez préparé un bol d'eau tiède et une éponge naturelle. Vous trempez vos mains dans l'eau.
L'eau est trouble, laiteuse, chargée de particules d'argile. C'est ce qu'on appelle la barbotine. C'est le lubrifiant qui permettra à vos mains de glisser sur la terre sans l'accrocher. Vos mains ressortent dégoulinantes. Vous prenez votre boule d'argile préparée. Vous visez le centre exact de la girelle qui tourne. C'est le moment de vérité. Vous la jetez avec force au centre. Le bruit est sec, définitif. La boule adhère au bois. Elle tourne maintenant avec le tour, mais elle est excentrée, elle oscille, elle danse follement. Vous devez la centrer. C'est le combat le plus physique du potier. Vous mouillez abondamment la motte de terre. L'eau gicle un peu autour, mouillant votre tablier, mais cela n'a aucune importance. Vous posez vos coudes fermement sur vos cuisses pour vous ancrer. Vos bras deviennent des piliers de pierre. Vous approchez vos mains de la terre qui tourne. Dès que vos mains touchent l'argile en mouvement, vous sentez la force centrifuge. La terre veut vous repousser, elle veut vous éjecter. Elle cogne contre vos paumes. Mais vous êtes solide, vous ne bougez pas. Vous appliquez une pression constante, implacable. Avec la paume gauche, vous poussez la terre vers le centre. Avec la main droite, vous la pressez vers le bas. Vous forcez la terre à obéir. La friction chauffe vos paumes, malgré l'eau froide. La barbotine, ce mélange crémeux d'eau et d'argile, coule entre vos doigts, gicle doucement sur vos poignets. C'est une sensation glissante, sensuelle, salissante. Petit à petit, sous votre pression calme, la terre se soumet. Les soubresauts diminuent. L'oscillation se calme. La boule de terre cesse de danser. Elle devient parfaitement ronde, parfaitement centrée. Elle tourne si vite et si régulièrement qu'on pourrait croire qu'elle est immobile. Seule la trace de vos doigts qui la caressent prouve qu'elle est en mouvement. C'est le point de silence au cœur du tourbillon. Vous relâchez doucement la pression, vous respirez. Le tour ralentit un peu. Vous donnez quelques coups de pied sur le volant pour relancer la vitesse. Le ronronnement reprend de plus belle. Maintenant que la terre est centrée, vous pouvez commencer à créer le vide. Vous joignez vos mains autour de la motte, la caressant, la lissant. Vous placez vos 2 pouces au centre exact du sommet plat de la boule d'argile. Vous appuyez. Vos pouces s'enfoncent dans la matière tendre. C'est comme plonger dans du beurre épais. Vous descendez, millimètre par millimètre, creusant le cœur de la future poterie. Vous sentez la terre s'ouvrir sous vos doigts. Vous devez aller profond, mais pas trop. Il faut laisser assez d'épaisseur pour le fond. Votre esprit est focalisé sur le bout de vos pouces, là où vous ne voyez rien, mais où vous ressentez tout. Vous arrivez à la bonne profondeur. Maintenant, vous écartez les pouces vers l'extérieur. La terre s'ouvre comme une fleur. Le trou s'élargit. Un anneau épais d'argile se forme sous vos paumes. Vous venez de créer un bol, bas et épais. Vous ajoutez de l'eau. L'éponge dégouline au-dessus de l'ouverture. L'eau remplit le creux, se mélangeant à la terre pour refaire de la barbotine. Le bruit de l'eau sur la terre qui tourne est un chuitement liquide. Il est temps de monter les parois. C'est l'étape la plus magique. Vous placez votre main gauche à l'intérieur du bol, votre main droite à l'extérieur.
Vos doigts se font face à travers l'épaisseur de la paroi d'argile. Ils sont connectés par la matière. Vous serrez doucement la terre entre vos doigts. Vous commencez à remonter, lentement, très lentement, du bas vers le haut. La terre, pressée entre vos mains, n'a d'autre choix que de monter. Vous la guidez. Vous voyez le miracle se produire. Le cylindre d'argile grandit sous vos yeux. Il s'élève, défiant la gravité, porté par la force centrifuge et la stabilité de vos mains. C'est une croissance organique. En une seule respiration, le bol a gagné 5 cm de hauteur. Vous relâchez la pression en haut, très doucement, pour ne pas déformer le bord. Vous retirez vos mains. Vous regardez le cylindre tourner. Il est brillant, humide, couvert de stries horizontales laissées par vos empreintes digitales. C'est la mémoire de votre toucher inscrite dans la terre. Le tour ralentit. Vous donnez encore quelques coups de pied. Le rythme est constant dans votre corps. Pied droit qui pousse, main qui stabilise, dos qui soutient. Vous faites partie de la machine. Vous êtes l'axe. Vous remouillez vos mains. Vous allez faire une deuxième passe pour affiner la paroi et la monter encore plus haut. Vous reprenez la position. Main intérieure, main extérieure. Pression. Montez. Vos mains glissent vers le haut, ensemble, comme des partenaires de danse. Vous sentez l'épaisseur de la terre diminuer sous vos doigts. La paroi devient fine, élégante. Vous sentez la moindre petite irrégularité, le moindre petit grain, et vous le lissez au passage. La terre répond à votre moindre intention. Si vous appuyez un peu plus fort à l'intérieur, le bol s'évase, il s'ouvre comme une coupe. Si vous appuyez plus fort à l'extérieur, il se referme, il devient un vase, une bouteille. Aujourd'hui, vous faites une cruche. Vous voulez une forme ventrue, généreuse. Alors, vous poussez doucement de l'intérieur vers l'extérieur. La panse de la cruche se forme. Elle gonfle, ronde et lisse. La force centrifuge vous aide, poussant la terre vers l'extérieur. Vous contrôlez simplement la courbe. C'est une courbe parfaite, mathématique, née du mouvement. Vous arrivez au colonel ici. Vous devez resserrer. Vous enveloppez le haut de la cruche avec vos deux mains comme si vous teniez le cou d'un oiseau, très délicatement. Vous pressez vers l'intérieur. Le col se rétrécit, s'allonge. La terre obéit docilement. Le tour tourne, imperturbable. Le son vous enveloppe, vous isole. Il n'y a pas de passé, pas de futur, juste cette cruche qui naît ici et maintenant. Vous prenez votre éponge pour nettoyer le fond à l'intérieur de la cruche, là où l'eau s'est accumulée. Vous plongez la main dans le goulot étroit. L'éponge boit l'eau sale. Vous la pressez au-dessus du bol d'eau. L'eau retombe. La forme est là. Elle est belle. Elle est symétrique. Elle brille de cette lueur humide et satinée de l'argile fraîchement tournée. C'est un gris profond, presque bleuâtre dans la lumière du nord. Maintenant, il faut parfaire la lèvre, le buvant. C'est la partie que les lèvres toucheront pour boire. Elle doit être douce, arrondie. Vous prenez un petit morceau de cuir souple, la peau de chamois, vous le mouillez, vous le pliez à cheval sur le bord supérieur de la cruche qui tourne. Vous pressez doucement avec le pouce et l'index. Le cuir lisse l'argile, efface les moindres aspérités, arrondit le bord. Il le rend parfait,
compacte, solide. Vous retirez le cuir, vous regardez le bord tourné. Il est hypnotique, une ligne parfaite qui ne vacille pas d'1 millimètre. Votre première pièce est presque finie. Mais avant de la couper du tour, vous prenez un moment pour l'admirer. Pas avec orgueil, mais avec respect pour la matière. Il y a quelques minutes, ce n'était qu'une boule de boue inerte. Maintenant, c'est un volume, un contenant, un espace vide défini par une paroi de terre. C'est de l'architecture miniature. Vous prenez les steaks, ce petit outil en bois plat, vous le passez sur le bas de la cruche à l'extérieur pour enlever l'excédent de terre et affiner le pied. Un long ruban d'argile se détache, s'enroule sur votre outil comme une pelure de pomme. Vous le jetez dans le bac de recyclage, rien ne se perd. L'argile non cuite redevient toujours de l'argile. C'est un cycle éternel. Le tour ralentit jusqu'à s'arrêter presque. Vous laissez le volant de pierre finir sa course sur son élan. Le ronronnement s'éteint doucement, laissant place au silence de l'atelier. La cruche est là, immobile devant vous. Vous prenez votre fil à couper. C'est un fil de fer fin avec 2 petits manches en bois aux extrémités. Vous le tendez entre vos mains. Vous le plaquez sur la girelle derrière la cruche. Vous le tirez vers vous fermement en rasant le bois. Le fil tranche la base de la cruche, la séparant du tour. Vous ne la bougez pas encore. Elle est trop molle, trop fragile. Vous la laissez là un instant. Vous soupirez, un soupir de contentement. Vos mains sont couvertes de barbotines séchantes qui tirent un peu la peau et devient blanche, craquelée, comme une terre aride. C'est une sensation familière. Vous frottez vos mains l'une contre l'autre. Des miettes d'argile sèche tombent sur le sol. Vous regardez par la fenêtre. La lumière n'a pas changé. Ici, le temps semble suspendu. Mais votre corps, lui, sent le passage du temps. Une douce lourdeur dans le bas du dos, une chaleur dans les avant-bras. C'est le signal qu'il faut continuer, mais doucement. Il y a d'autres boules de terre qui attendent, d'autres formes à faire naître. Vous prenez la planche de bois, où vous poserez vos pièces finies. Vous la placez à portée de main. Avec une infinie précaution, vous glissez vos mains sèches sous la cruche. Vous la soulevez sans la déformer et vous la posez sur la planche. Elle rejoint le silence des étagères. Vous nettoyez la girelle avec l'éponge. Le bois réapparaît, propre, humide, prêt pour la prochaine motte. Vous retournez au bac à argile. Vous plongez à nouveau vos mains dans la terre froide. Le cycle recommence. Pétrir, centrer, ouvrir, monter. C'est une répétition apaisante, une litanie de gestes que vos ancêtres faisaient avant vous et que d'autres feront après vous. Vous êtes un potier, et dans cet atelier silencieux, vous trouvez la paix. L'après-midi avance lentement dans l'atelier. La lumière du jour qui entrait franchement par la fenêtre au nord commence à s'affaiblir, prenant une teinte plus grise, plus douce. L'air s'est réchauffé un peu, non pas par le soleil, mais par l'effort constant de votre corps et par la chaleur résiduelle du petit poêle en fonte qui brûle doucement dans un coin pour empêcher l'argile de geler. Sur l'étagère de séchage, une rangée de nouvelles créations s'aligne maintenant. 5 cruches ventrues,
3 bols larges et 2 vases hauts. Ils sont gris foncé, brillants d'humidité. Ils sont comme une famille silencieuse que vous venez d'enfanter. Vous les regardez avec une satisfaction tranquille. Chaque pièce est unique, portant la marque subtile de votre pouce, l'inclinaison particulière de votre poignet. Ces jours-là, le tour de potier s'est arrêté. La grande roue de pierre est immobile. Le silence est revenu, comblant l'espace laissé par le ronronnement de la machine. C'est un silence épais, cotonneux. Vos mains sont toujours couvertes de cette seconde peau d'argile séchée, blanche et craquelée, qui tire légèrement. C'est une sensation familière, presque confortable. Elle vous rappelle que vous avez travaillé, que vous avez transformé la matière. Il est temps de passer à une tâche plus calme, plus minutieuse, le tournassage. Vous prenez un bol que vous avez façonné hier. L'argile a séché depuis, elle n'est plus molle et brillante, elle a atteint la consistance du cuir. Elle est ferme au toucher, froide, mate, mais encore humide à cœur. C'est l'état parfait pour être sculpté. Vous replacez le bol à l'envers sur la girelle du tour. Vous le centrez soigneusement. Vous prenez quelques petits boudins d'argile molle pour le fixer, pour qu'il ne bouge pas. Vous relancez le tour, mais doucement cette fois. La rotation est lente, paresseuse. Vous prenez un outil en fer, une mirette, dont le bout est une boucle tranchante. Vous approchez l'outil du pied du bol qui tourne. Le métal rencontre la terre raffermie. Le bruit est différent maintenant. Ce n'est plus le clapotis de l'eau, c'est un chuintement sec, sablonneux. De longs copeaux d'argile se détachent, enroulant comme des rubans de chocolat, tombant sur vos mains, sur vos genoux. Vous sculptez le pied du bol. Vous enlevez l'excédent de matière, vous affinez la forme, vous créez ce petit anneau sur lequel le bol reposera. C'est un travail de précision. Vous retenez votre souffle. Vos yeux sont fixés sur le profil qui se dessine, net et pur. L'argile à consistance de cuir est agréable à travailler. Elle offre une légère résistance. Elle se laisse trancher proprement. Les copeaux s'accumulent autour du tour. Ils sont frais, agréables au toucher. L'odeur de terre coupée est plus forte maintenant, plus minérale. Vous nettoyez la surface du bol avec une éponge à peine humide, effaçant les traces de l'outil, rendant la peau de l'argile lisse comme du marbre. Vous arrêtez le tour, vous décollez le bol, vous le soupesez. Il est léger, équilibré, parfait. Vous le remettez sur l'étagère. Le jour décline pour de bon. Les ombres s'allongent dans l'atelier, engloutissant les coins les plus reculés. Vous n'allumez pas encore de bougies. Vous profitez de cette pénombre apaisante. C'est l'heure bleue, l'heure où les formes deviennent floues, où l'esprit commence à se détacher du réel. Il est temps de nettoyer. Pour un artisan, nettoyer est aussi important que créer. C'est fermer le cycle, c'est rendre l'espace neutre pour le lendemain. Vous prenez votre racloir en bois. Vous grattez la girelle du tour.
Vous enlevez la boue séchée, les petits morceaux de terre collés. Le bruit est rythmé, sec. Vous ramassez tous les déchets d'argile, les copeaux, les ratés et vous les jetez dans le bac de recyclage. Vous versez de l'eau dessus. Dans quelques jours, cette terre redeviendra une pâte souple, prête à vivre une nouvelle vie. C'est une pensée rassurante. Rien n'est jamais fini. Tout se transforme. Vous prenez le seau d'eau sale, la barbotine grise et vous allez le vider dehors. L'air extérieur vous saisit. Il est vif, froid, pur. Le ciel est d'un bleu nuit profond, piqué des premières étoiles. Vous respirez à plein poumon. L'air frais nettoie vos narines de l'odeur de terre confinée. Vous rentrez vite, appréciant la chaleur relative de l'atelier qui vous enveloppe comme un manteau. Vous vous dirigez vers le grand bassin d'eau propre pour vous laver les mains. Vous plongez vos bras jusqu'au coude. L'eau est fraîche. Vous frottez. L'argile séchée se dissout, troublant l'eau claire, formant des nuages gris qui tourbillonnent. Vous insistez sur les ongles, sur les plis des doigts. Lentement, la couleur de votre peau réapparaît. Vos mains sont rouges, frottées, vivantes. Elles picotent légèrement. Vous les séchez avec un vieux linge rugueux. L'atelier est propre, le tour est vide. Les outils sont rangés, alignés par taille. Tout est en ordre. Cet ordre extérieur calme votre ordre intérieur. Il n'y a plus de chaos, plus de mouvement. Tout est immobile. Vous vous dirigez vers le fond de l'atelier, là où se trouve le four. Ce n'est pas jour de cuisson. Le grand feu n'est pas allumé. Mais la masse de briques réfractaires garde toujours une certaine tiédeur. C'est le cœur de la maison. Vous avez préparé un petit feu dans l'âtre de la pièce attenante, votre espace de vie. Vous ajoutez une bûche de chêne sur les braises. Le bois craque, siffle un peu, puis s'enflamme doucement. La lumière dorée des flammes danse sur les murs de pierre, faisant bouger les ombres des pots sur les étagères. On dirait qu'ils respirent. Vous vous asseyez sur un vieux tabouret bas près du feu. Vos jambes sont lourdes. Le mouvement de balancier pour lancer le tour a laissé une fatigue sourde mais agréable dans vos muscles. Vous étendez vos jambes vers la chaleur. Vous sentez vos cuisses se relâcher, vos mollets s'amollir. Vous prenez un morceau de pain et un peu de fromage sec posé sur une petite table. Vous mangez lentement. Le goût est simple, terreux. Vous mâchez longuement, regardant les flammes. Il n'y a rien à penser. La journée est finie. Le travail est fait. Les peaux sèchent. La terre repose. Le ronronnement du tour résonne encore un peu dans votre mémoire comme une berceuse lointaine. Ce ronronnement imaginaire se mêle au crépitement réel du feu. C'est une musique parfaite pour l'endormissement. La fatigue monte comme une marée douce. Elle part de vos pieds, remonte le long de vos jambes, envahit votre bassin, votre dos. Vos épaules, qui ont porté la force de centrer la terre, s'affaissent enfin. Vos bras pendent, lourds et inutiles, de chaque côté du tabouret. Vos mains, ces outils merveilleux et précis, sont maintenant ouvertes, paumes vers le ciel, au repos complet.
Elle tressaille à peine, déchargeant l'énergie de la journée. Vous vous levez avec effort pour rejoindre votre paillasse, installée dans un coin sombre et tiède de la pièce. La paille est fraîche, recouverte d'une peau de mouton épaisse. Vous vous allongez. Le soulagement est instantané. Votre colonne vertébrale se déroule. Le matelas épouse la forme de votre corps fatigué. Vous remontez la lourde couverture de laine jusqu'à votre menton. L'odeur de la laine brute se mélange à l'odeur de terre qui imprègne tout ici. C'est une odeur de sécurité, de fondation. Vous fermez les yeux. Dans le noir, vous voyez encore la terre tourner, cercle après cercle, spirale après spirale. C'est hypnotique. Le centre est immobile. Vous êtes au centre. Votre respiration ralentit. Elle devient aussi lente et régulière que la rotation du tour en fin de course. Inspire, la terre monte. Expire, la terre se stabilise. Les pensées s'effritent comme de l'argile sèche. Elles tombent en poussière. Il ne reste que la sensation de lourdeur, de chaleur et le souvenir tactile de la boue lisse sous vos doigts. Vous vous enfoncez dans le sommeil comme un caillou s'enfonce dans la vase profonde d'une rivière calme, lentement, sans bruit, jusqu'au fond. Tout est calme, tout est terre. Dormez. Bonne nuit.